Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Bienvenue à cet événement sur la science ouverte et l'intelligence artificielle, explorer les opportunités et les défis au croisement des chemins entre science ouverte et IA. À titre d'information, l'interprétation est disponible en français sur le canal 3. Les casques sont juste devant vous et vous avez également la possibilité de régler le volume. Donc c'est le canal numéro 3 pour le français. Sans attendre et à titre d'information, je vais passer la parole à notre ADG qui va prononcer le discours liminaire. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup, merci. Excellence, Madame l'ambassadeur, Madame la déléguée permanente du Royaume-Uni qui est ici à nos côtés et qui apporte son soutien à l'organisation de ce séminaire, Madame la professeure, Madame Noble, Mesdames et Messieurs les membres du panel qui auront la possibilité d'aborder la thématique qui nous est soumise aujourd'hui. Excellences, chers collègues, chers amis de la science ouverte et de l'IA, parce que je crois que c'est un sujet de grande importance qui nous réunit. Chers collègues, mesdames et messieurs. Bon après-midi à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous adresser la bienvenue à cet événement portant sur exploration des opportunités et des défis à l'intersection de la science ouverte et de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un événement qui est co-accueilli par le secteur sciences naturelles de l'UNESCO et par la Royal Society. Nous sommes réunis ici aujourd'hui au siège de l'UNESCO ici à Paris, mais aussi avec des participations qui sont connectées en ligne. Nous sommes ici, disais-je, pour explorer le lien crucial qui existe entre la science ouverte et l'intelligence artificielle et pour lancer le rapport de la Royal Society sur la thématique suivante, la science à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous offre des opportunités enthousiasmantes pour le progrès scientifique. Il s'agit d'un instrument de grande importance pour renforcer notre travail dans le secteur des sciences de l'UNESCO, notamment pour nous attaquer à certains des défis les plus importants pour le monde. Je pense au changement climatique, à la réduction des risques de catastrophes naturelles ou encore à la sécurité en matière d'eau. L'intelligence artificielle a d'ores et déjà été essentielle pour parvenir à des accomplissements scientifiques, comme par exemple des capacités de prédiction sur des structures de protéines ou encore des recherches complètement autonomes qui sont aujourd'hui rendues possibles. Et bien entendu, cela continuera à mesure que la technologie s'améliore. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle transformateur à bien des étapes du processus scientifique, qu'il s'agisse de la conception des expériences à l'analyse d'ensemble de données de grande taille et l'IA est même utilisée pour diffuser des informations scientifiques au grand public. Les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle pourraient être la clé à un avenir où le progrès scientifique sera accéléré et où les solutions aux défis mondiaux seront davantage accessibles, seront donc à portée de main. La science ouverte permet également à la science d'atteindre son potentiel. La science ouverte, c'est un ensemble de principes et de pratiques qui font que la recherche scientifique, quel que soit le domaine, devient accessible à tout un chacun pour le bien des scientifiques, mais aussi pour le bien de la communauté scientifique dans son ensemble. Il s'agit ici de nous assurer, d'une part, que la connaissance scientifique est accessible, mais de nous assurer également que la production de cette connaissance soit inclusive, équitable et pérenne. La recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte a été adoptée à l'unanimité par les États membres de l'UNESCO en novembre 2021 et elle apporte une définition convenue au niveau international, tout comme un ensemble de valeurs partagées, de principes directeurs pour la science ouverte. Comme nous l'avons constaté au cours de la pandémie, lorsque la connaissance est partagée de manière ouverte, eh bien, les grands esprits peuvent travailler ensemble pour faire en sorte que le progrès scientifique survienne bien plus rapidement.
L'innovation scientifique portée par l'intelligence artificielle bénéficie de la science ouverte, puisqu'une des grandes forces de l'IA, c'est bel et bien le traitement de quantités très importantes de données. Et ces données, souvent, elles sont rendues accessibles grâce à la science ouverte. L'intelligence artificielle contribue à permettre à la science d'atteindre son potentiel. Dans cette même ligne, la science ouverte devrait permettre à l'intelligence artificielle d'atteindre son potentiel. À mesure que ces outils s'améliorent, l'intelligence artificielle, dans le contexte de la science ouverte, pourrait nous mener vers une nouvelle ère de découverte scientifique. Cela étant dit, et malgré les opportunités que nous offre l'intelligence artificielle, n'oublions pas que l'IA présente également des obstacles majeurs, notamment lorsqu'il s'agit de possibilités de dupliquer, d'équité, mais aussi de confiance que nous pouvons apporter aux innovations scientifiques portées par l'IA. En effet, il y a de nombreux systèmes d'IA qui sont comme des boîtes noires, ce qui veut dire qu'il est difficile de reproduire des recherches qui utilisent des outils IA, ce qui, bien entendu, menace la crédibilité de la science en tant que discipline. La possibilité de répliquer une expérience, c'est bel et bien au cœur de la science moderne. Et cela s'explique également par le fait que le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui a tendance à être entre les mains surtout d'entreprises privées qui n'ont pas vraiment d'incitation à publier de manière ouverte le fonctionnement de leurs algorithmes et la manière dont ils forment les données qu'ils utilisent. Le fait que les acteurs privés dominent aujourd'hui le domaine de l'IA signifie également qu'ils sont encouragés à tirer les bienfaits de la science et à les retirer du public et plutôt à les placer entre les mains de grandes entreprises privées. Je pense que cela risque de continuer puisque la science risque de devenir de plus en plus dépendante de l'intelligence artificielle et donc cela risque de poser un obstacle fondamental pour la science ouverte et la recherche scientifique portée par l'IA. Dans cette droite ligne, l'utilisation de l'IA menace la science ouverte et la science en tant que telle. L'intelligence artificielle présente bien d'autres défis à la science, comme par exemple le fait que les chercheurs sont constamment et forcément confrontés aux défis liés au volume, à l'hétérogénéité, au biais potentiel des données utilisées. Et l'IA pourrait, par exemple, changer certaines incitations dans le domaine de la recherche. Par exemple, les incitations qui changent dans l'écosystème scientifique font que il y a de plus en plus de pression qui s'exerce sur les chercheurs pour qu'ils soient bons en intelligence artificielle plutôt qu'être bons en sciences. Étant donné que l'IA est de plus en plus intégrée dans l'ensemble des disciplines de la recherche scientifique, ces défis n'auront de cesse de croître. Incorporer les principes de la science ouverte dans ces outils IA peut constituer une solution à apporter à ces problématiques, notamment si l'on se concentre sur la question de la transparence. C'est bel et bien la raison pour laquelle il est essentiel qu'aujourd'hui nous abordions ensemble ce point. Avant de conclure mon propos, permettez-moi de vous rappeler que la décennie internationale des sciences pour le développement durable, qui est portée par l'UNESCO, est une initiative absolument essentielle qui souligne la puissance transformatrice des sciences pour parvenir aux objectifs de développement durable. Un des grands résultats de cette décennie, c'est la promotion de la science ouverte, qui est absolument essentielle pour encourager les efforts scientifiques inclusifs et collaboratifs. En brisant les obstacles pour avoir accès à la connaissance et pour pouvoir la partager de manière ouverte, la science ouverte s'aligne parfaitement avec les principes de la décennie afin de s'assurer que les avancées scientifiques soient rapides, mais aussi équitables et accessibles à toutes et tous. Cette initiative met en exergue l'importance de la démocratisation de la science qui doit être un effort collectif pour l'atteinte des objectifs globaux, mais aussi pour parvenir aux objectifs de développement durable pour les générations à venir. En conclusion, permettez-moi également de nous rappeler à toutes et à tous l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme que tout un chacun a le droit de prendre part aux avancées scientifiques et d'en bénéficier. Ces principes s'inscrivent au cœur de nos discussions aujourd'hui. Nous allons en effet discuter de la manière dont nous pouvons mobiliser l'intelligence artificielle dans la science ouverte pour que la science puisse vraiment atteindre son potentiel, pour qu'il s'agisse de la science pour tous, avec tous et par tous. Surmonter les obstacles culturels et économiques, c'est absolument essentiel pour promouvoir une culture de science ouverte dans une recherche scientifique portée par l'IA.
La science pourra vraiment bénéficier de l'intelligence artificielle, mais uniquement à condition que l'intelligence artificielle utilisée dans les innovations scientifiques suive les principes directeurs de la science ouverte et autres principes directeurs pertinents. Les recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle et la recommandation de l'UNESCO sur les sciences ouvertes ont tous deux été adoptées à l'unanimité lors d'une conférence générale de l'UNESCO. En effet, ensemble, ces recommandations nous apportent un cadre directeur quant à la manière dont l'intelligence artificielle doit être utilisée dans l'innovation scientifique. Aujourd'hui, il nous incombe de façonner les bienfaits que peut nous apporter la recherche scientifique portée par l'IA, puisque l'IA est peut-être sur le point de véritablement et pour toujours transformer la recherche scientifique. Je me réjouis à la perspective des discussions qui nous attendent aujourd'hui et je formule le vœu que nos efforts ne cessent pas aujourd'hui. Il ne s'agit que du début d'une longue conversation, d'un dialogue et j'espère également d'une action commune. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Madame la DG. Dans mes propos liminaires, je n'ai pas accueilli les personnes qui nous ont rejoints en ligne. Ils sont environ 150 à participer à distance, donc soyez les bienvenus également. Madame la DG, merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir d'inviter sur scène son Excellence Anna El Nsebouga, ambassadrice déléguée permanente de la délégation du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord auprès de l'UNESCO ici. Et Madame, vous avez la parole pour vos propos liminaires. Merci beaucoup, merci. Madame la DG, chère Lydia, Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable honneur qui m'est réservé de prononcer aujourd'hui le discours d'ouverture de cette table ronde co-organisée par la Royal Society en tant que représentante du Royaume-Uni. Vous savez, j'ai quitté l'estime alors que j'étais une enfant et j'ai un petit peu de honte de l'admettre, mais les sciences malgré tout occupent une place spéciale dans mon cœur et j'ai toujours cru en le rôle vital que les sciences jouent, outre le monde des écoles, de l'université, de la recherche. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour mener cette discussion que l'UNESCO, une agence des Nations Unies spécialisée qui se penche sur les thématiques essentielles auxquelles est confrontée l'humanité et qui affectent nos vies partagées et notre expérience. Comme vous le savez, nous sommes à l'heure actuelle dans une élection, dans une période préélectorale, dans la préparation de l'élection générale du Royaume-Uni. Donc, je serai quelque peu limitée dans les propos que je puis prononcer aujourd'hui. Et j'espère pouvoir compter sur votre compréhension. Le Royaume-Uni a pendant longtemps soutenu les principes de la science ouverte, reconnaissant son potentiel pour mener la croissance économique, pour s'attaquer aux défis au niveau mondial et également pour promouvoir la rigueur et l'intégrité dans le système de recherche mondial. Renforcer la coopération entre disciplines et entre domaines, c'est logique. Cela soutient également les efforts pour s'assurer que la recherche ait véritablement un impact réel et durable, fondé sur l'intégrité, la possibilité de reproduire, de répliquer et la confiance publique. Nous pouvons parvenir à cet objectif ensemble en aidant davantage d'individus à s'appuyer sur les résultats de la recherche, en apportant davantage de bienfaits, en soutenant l'innovation. Mais en même temps, nous devons aussi nous assurer que de tels échanges se produisent dans des cadres juridiques et éthiques pour protéger tant la sécurité que l'intégrité de la recherche. La diplomatie scientifique et les canaux multilatéraux comme aujourd'hui constituent des opportunités excellentes pour encourager de tels changements. Au Royaume-Uni, les progrès sur la science ouverte se sont concentrés sur la mise en œuvre de politiques d'accès ouvert mises à jour. Notre objectif est le suivant, nous assurer que les résultats d'une recherche financée par le public, dans le cas d'articles de recherche par exemple, puissent être accessibles sans frais, utilisés, réutilisés et disponibles pour être publiés. Nous avons apporté des changements qui ont été couronnés de succès depuis 2021, mais nous pouvons aller encore plus loin. Nous sommes engagés avec le secteur de la recherche pour encourager l'adoption
de modèles davantage pérennes et équitables en matière d'accès ouverte, ce qui inclut, par exemple, envisager des incitations pour différents partis, notamment à travers des évaluations de la recherche, des réformes des incitations pour primer les bonnes gestions des données et de partage de données et les nouvelles formes de recherche. Par exemple, nous travaillons dans le sens de Dora et Kohara. Nous reconnaissons les valeurs de la science ouverte et d'une recherche de haute qualité, à savoir un système qui produit une recherche de haute qualité, rigoureuse, qui est ouverte à toutes et tous, un système inclusif et collaboratif qui encourage la diversité des individus, des institutions, des idées, des méthodologies, des contributions et des activités, et puis un système engagé et qui est de l'impact, qui permet d'établir le lien entre la recherche et la société au sens large du terme pour apporter des changements socio-économiques positifs. Néanmoins, les approches créatrices qui permettent aux partenariats internationaux et à la science ouverte de fleurir doivent bien entendu être accompagnées d'une évaluation ou d'une conscience des risques et de l'adoption de mesures d'atténuation et de protocoles de réduction des risques pour minimiser les menaces et donner davantage d'autonomie aux chercheurs et surtout nous assurer que les décisions soient éclairées. Une fois que nous reconnaissons combien est-ce que l'IA peut apporter des opportunités majeures pour faire avancer la science et l'innovation dans le monde et pour apporter l'accessibilité à tout un ensemble de disciplines et de professions. C'est important. Nos écosystèmes de recherche collectifs permettent de générer des volumes de données de grande importance qui peuvent être utilisés pour être interprétés, pour accélérer la compréhension du monde autour de nous, ce qui peut déclencher bien des possibilités. Je pense à des diagnostics médicaux améliorés, à davantage de découvertes de médicaments et la conception également de matériaux nouveaux avec des propriétés uniques. Mais nous devons être prudents. Nous devons nous assurer que ces possibilités soient réalisées de manière inclusive, équitable et durable. Et nous devons insister pour dire que les recherches fondées sur l'IA doivent respecter les principes de la science ouverte et les pratiques de celle-ci. C'est la raison pour laquelle le Royaume-Uni a été ravi de signer la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte et la recommandation sur l'éthique de l'IA, tous deux ayant des valeurs partagées en matière de diversité et d'inclusion. C'est une partie absolument essentielle de notre boîte à outils mondiale et collective. C'est en ayant ces valeurs à l'esprit que le Royaume-Uni a financé le premier dialogue IA Union africaine OCDE plus tôt cette année, qui a pour objectif d'avoir un modèle de gouvernance IA plus inclusif pour que les bienfaits de l'IA soient ressentis dans le monde entier tout en atténuant les risques associés. Nous continuons également à nous engager de manière constructive dans plusieurs initiatives multilatérales où la démocratisation des ressources IA, je pense par exemple à l'informatique, aux données et aux talents, c'est vraiment une priorité. Il y a par exemple le partenariat global sur l'IA, le G20 ou encore le processus du pacte numérique mondial des Nations Unies. C'est aussi la raison pour laquelle, comme l'a dit l'ADG, la décennie des sciences pour le développement durable arrive à point nommé et revêt une importance capitale. Dans les 10 prochaines années, nous avons une opportunité unique, celle de saisir le pouvoir de la science pour faire avancer le développement durable et pour nous assurer d'un avenir sûr et prospère pour tout un chacun. Le monde a besoin d'une culture de la science rafraîchie et nouvelle. Nous devons nous rappeler que la science est un bien mondial qui peut véritablement faire en sorte que le domaine de la théorie se mette au service de son application dans le monde réel. Nos sociétés doivent redécouvrir la confiance en la science à travers davantage de littératie scientifique, une éducation STEAM accessible, une interaction entre ceux qui disposent de ces connaissances et les connaissances scientifiques, mais aussi d'autres types de connaissances comme par exemple les peuples autochtones. Nous avons besoin de davantage d'interfaces et d'échanges entre le monde de la recherche et les décideurs politiques pour davantage de connaissances et de recherche appliquée. Je me réjouis à la perspective d'entendre les présentations et les discussions aujourd'hui. Merci d'être ici et bien entendu pour la petite Anna de 16 ans qui est encore dans mon cœur. J'espère qu'elle pourra être étonnée et enthousiasmée par le potentiel des êtres humains à faire des choses incroyables dès lors que nous nous réunissons toutes et tous pour le bien commun. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Ambassadrice, pour ces remarques qui sont source d'inspiration, j'en suis sûre. Je vous remercie. Nous allons désormais passer à la présentation principale qui sera faite par la professeure Alison Nobel, qui est titulaire de la chaire Technikos d'ingénierie biomédicale à l'Institut d'ingénierie biomédicale, qui fait partie du département des sciences de l'ingénieur de l'Université d'Oxford. Vous êtes chercheuse interdisciplinaire, vous vous êtes distinguée également par vos contributions à l'analyse des images biomédicales.
Je vous invite, Madame, à faire votre présentation. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Alison Noble. On m'a déjà présenté. Je suis secrétaire aux Affaires étrangères de la Royal Society et je suis ravie d'être présidente de ce groupe de travail sur la science à l'ère de l'IA. J'occupe cette fonction depuis 18 mois environ. Alors, je suis ingénieure biomédicale et mes recherches récentes ont porté sur le développement des solutions basées sur l'apprentissage automatique, notamment pour résoudre des problèmes clés dans l'analyse d'images biomédicales. Et donc, ce thème d'aujourd'hui fait tout à fait partie des sujets que je traite au quotidien. C'est un réel plaisir d'être ici à l'UNESCO pour discuter des opportunités et des défis de l'intégration de la science ouverte avec l'intelligence artificielle dans le contexte de la recherche scientifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Royal Society, eh bien, il s'agit de la plus ancienne institution scientifique nationale au monde et constitue l'Académie nationale des sciences du Royaume-Uni. Nous avons en fait une assemblée élue d'environ 1800 scientifiques très distingués et nous effectuons des travaux politiques et d'activités également d'engagement public. Nous nous consacrons également au soutien de l'excellence scientifique en encourageant les réunions bilatérales et également d'autres activités d'engagement public. Et notre déclaration de mission, en fait, montre que nous nous devons entièrement à la science au service de l'humanité. En tant qu'Académie nationale des sciences pour le Royaume-Uni, nous soutenons l'accès ouvert et la science ouverte pour maximiser la diffusion et l'utilisation des résultats de recherche. Euh, nous sommes une des premières organisations, en fait, à produire un journal sur la science ouverte. Et la semaine dernière, nous avons publié un nouveau document intitulé La science dans l'ère de l'IA, qui explore la nature de la transformation de l'IA et la façon dont l'IA transforme également les méthodes de recherche scientifique. Arik Chaudhry, responsable de l'équipe chargée de la politique des données à la Royal Society, donnera un aperçu de ce rapport plus tard ce soir. Mais pour l'instant, j'aimerais souligner en fait trois conclusions de ce rapport qui sont étroitement en lien avec la science ouverte, à savoir l'accès aux données, la reproductibilité et l'importance de la science interdisciplinaire et la réflexion et l'utilisation de l'IA pour la science, au service de la science. Dans ce rapport, nous publions 4 recommandations, dont une, à savoir la recommandation 3, porte sur l'adoption des principes de la science ouverte et des pratiques de la science ouverte dans les recherches basées sur l'IA. Nous n'avons pas encore entièrement exploré cette thématique, mais les participants à notre recherche ont été convaincus, à savoir plus de 100 scientifiques en fait, qui ont contribué à la recherche qui a alimenté ce rapport. Eh bien, il était très clair que la science ouverte a le grand potentiel d'améliorer les résultats de l'IA. Et comme l'a été dit tout à l'heure, nos conclusions résonnent, font l'écho des recommandations, des thématiques couvertes dans les recommandations de l'UNESCO pour la science ouverte. Et cela crée également des opportunités pour améliorer la qualité de l'IA, pour augmenter la collaboration scientifique sur le plan international et pour promouvoir également l'utilisation plus durable et plus équitable de l'IA dans l'ensemble de la communauté de recherche. La pratique de l'IA dans la recherche présente également des défis qui doivent être abordés avec prudence. Par exemple, tous les jeux de données ne peuvent être partagés et tous les modèles de l'IA ne peuvent être entièrement compris. La science à l'ère de l'IA se penche sur cette tension, en effet. Et
J'aimerais aujourd'hui partager 3 résultats clés de notre rapport qui explorent ces défis auxquels sont confrontés les chercheurs utilisant l'IA dans leur travail, où l'intersection entre la science ouverte et l'IA est à la fois complexe et prometteuse. Comme vous pouvez voir ici à l'écran, les 3 domaines portent sur l'accès aux données de haute qualité, la nature obscure et irreproductible de la recherche basée sur l'IA et le travail interdisciplinaire entre l'IA et les experts dans les différents domaines. Regardons maintenant tous les défis en détail. Le premier défi porte sur l'accès aux données. Les scientifiques peinent aujourd'hui à obtenir des accès fiables à des données de haute qualité. L'intégration de l'IA, en particulier de l'apprentissage profond dans la recherche, offre des avantages significatifs en permettant aux chercheurs d'analyser de vastes ensembles de données, de découvrir de nouvelles perspectives et de nouveaux modèles. Cette capacité est particulièrement bénéfique dans le domaine scientifique où les données sont abondantes ou non structurées, c'est-à-dire des données qui ne suivent pas un format, une structure spécifique et donc qui présentent un défi tout particulier en ce qui concerne la gestion et l'utilisation. Par exemple, dans la recherche sur les soins de santé, les ensembles de données sont souvent fragmentés parce que ce sont des données collectées et recueillies dans différents hôpitaux. Et les informations telles que des images, les évaluations textuelles et des valeurs numériques viennent de diverses sources du système de soins. L'utilisation de l'IA pour intégrer et interpréter ces données peut permettre aux chercheurs de faire des prédictions et à évaluer, à effectuer des modélisations pour des interventions médicales potentielles. Toutefois, la qualité de la précision des prédictions basées sur l'IA dépend de la capacité des chercheurs à valider la qualité de ces jeux de données qui sont volumineux, hétérogènes et non structurés. Et comme le souligne le rapport, eh bien, il y a une préoccupation sur le principe de garbage in, garbage out, ce qui veut dire qu'en fait, les défauts originels ne peuvent être écartés dans le résultat final. C'est un principe qui a été attribué, qui est attribué au mathématicien Charles Babbage. Eh bien, c'est un principe qui est particulièrement pertinent dans ce cas dans ce scénario-là. Donc, des jeux de données incomplets, incorrects ou non représentatifs peuvent conduire à des résultats trompeurs, ce qui peut être préjudiciable, notamment dans des domaines sensibles comme la médecine. L'ouverture des données de recherche présente également des difficultés, en particulier dans les domaines où les données sont sensibles, comme par exemple dans le domaine de la santé, et les données sont fragmentées également dans ce domaine. Et partager ouvertement des données médicales sensibles peut compromettre la confidentialité des patients, mais en même temps, en restreindre l'accès peut entraver le progrès scientifique. Dans ce scénario très complexe, des approches innovantes en matière d'ouverture peuvent proposer quelques solutions. Dans le rapport, nous soutenons un certain nombre d'actions et d'incitations, y compris par exemple l'interopérabilité, accès aux structures, aux infrastructures de données ou encore le renforcement des capacités pour la gestion et l'intendance des données. Nous devons également explorer ce que l'IA peut faire pour la science ouverte et à cet égard, eh bien, l'IA pourrait permettre la modélisation là où l'accès aux données est compliqué. Par exemple, nos travaux antérieurs sur les technologies d'amélioration de la confidentialité ont examiné comment l'apprentissage automatique fédéré peut permettre le partage de données sans compromettre la confidentialité. Ceci a ainsi ouvert de nouvelles voies pour le partage de données ouvertes et à la collaboration. En bref, l'apprentissage fédéré construit un modèle à partir de données décentralisées où les modèles partiels sont construits chez chaque client, au niveau de chaque client, puis combinés de manière centralisée. Un autre exemple vient
des données synthétiques qui peuvent être générées par l'IA. En utilisant des techniques de ce type, l'IA peut faciliter la collaboration et l'ouverture au sein du processus scientifique. Le deuxième défi maintenant, eh bien, ce défi réside dans la nature opaque des modèles de l'IA ou le fait que souvent cette technologie apparaît comme une boîte noire qui désigne qu'en fait les systèmes de l'IA dont le fonctionnement interne est opaque et ne peut être entièrement compris ou expliqué même par les créateurs. Alors que de nombreux scientifiques sont enthousiasmés par le potentiel de l'IA dans leur domaine, nous avons constaté également qu'ils ont souvent du mal à comprendre le fonctionnement interne de ces modèles. Et ceci est exacerbé par la nature brevetée de nombreux modèles qui sont développés par le secteur privé, ce qui offre un accès seulement limité aux méthodologies, aux flux de travail et aux ensembles ou aux jeux de données qui sont utilisés pour constituer ces modèles. L'IA peut nous fournir des réponses rapides, mais comme les êtres humains, l'IA peut également commettre des erreurs. Et en tant qu'être humain, nous devons pouvoir être en mesure de les identifier et les corriger. Le manque de transparence pose également des problèmes pour ce qui est de la reproductibilité. C'est ce qui est une des principales caractéristiques d'une recherche fiable. Eh bien, ici, vous voyez quelques éléments qui sont tirés directement du rapport. On parle ici d'accès limité pour ce qui est de la validation des résultats de recherche et un accès, un manque d'opportunités d'avancement également pour les chercheurs qui se dévouent à la mise en œuvre des pratiques scientifiques ouvertes telles que le nettoyage et la publication d'ensembles de données ou la production encore de telles documentations. Passons maintenant au défi numéro 3. Et je vais ici parler de l'interdisciplinarité. Et j'aimerais ici indiquer qu'un aspect important porte sur la promotion des modèles locaux dans différents contextes et différents environnements, notamment dans des contextes où on manque de ressources. Moi-même, j'ai été témoin de cela dans ma recherche concernant l'imagerie médicale. Dans des contextes qui sont riches en ressources, on développe des algorithmes qui ne sont pas forcément utiles dans des contextes où on manque de ces mêmes ressources. Par exemple, au cours de la grossesse, euh, on peut faire des échographies, etc., dans certains contextes qui ne peuvent pas être reproductibles dans d'autres. Et Et là encore, on peut créer des solutions basées sur l'IA. Et nous avons d'ailleurs fabriqué une solution en partenariat avec le Kenya en utilisant des données kenyanes. Et nous avons donc pour ce projet-là utilisé des machines qui sont adaptées au contexte kenyan. Cet exemple illustre l'importance de l'interdisciplinarité. Et cela constitue le défi numéro 3. La collaboration interdisciplinaire entre les experts de l'IA et les experts dans les domaines scientifiques respectifs est tout à fait essentielle pour améliorer la qualité de la recherche et contribue également à la conception de modèles plus précis et plus adaptés. Cependant, il existe des obstacles qui limitent la collaboration, à savoir les environnements de recherche isolés et séparés, ainsi qu'un manque d'incitation pour obtenir des financements interdisciplinaires. Alors, tout cela nous amène à des propositions d'action. Et tout d'abord, il s'agit d'encourager davantage de recherche pour encourager l'interdisciplinarité,
pour contribuer au développement de l'IA dès le début et d'être donc des co-concepteurs plutôt que d'être des simples utilisateurs passifs. Cela implique non seulement de défendre les programmes interdisciplinaires, mais également d'investir dans la traduction des connaissances et l'amélioration de l'accessibilité des outils de l'IA pour les experts qui ne viennent pas du domaine de l'IA. Et enfin, l'intégration de l'IA et de la science ouverte présente également une opportunité pour réfléchir à une nouvelle définition de la recherche collaborative et de découvrir également les stratégies pour aborder les défis éthiques dans l'IA et dans la science ouverte, à savoir une implication équitable, notamment des chercheurs sous-représentés et sous-financés, identifier des stratégies également pour promouvoir les collaborations basées sur l'IA et éviter qu'elles soient préjudiciables en matière de l'environnement, etc. Je vais conclure en citant un participant qui a contribué à ce rapport, qui résume en fait ce rapport. Je vais en donner la lecture. Je dirais qu'un des ingrédients les plus importants dans l'ensemble de mon travail sur l'apprentissage des machines est de développer une communauté de pratique autour de la notion de la reproductibilité et plus largement sur la question de la science ouverte. Développer cette communauté en pratique où nous serons en mesure d'apprendre ensemble comment nous pouvons développer cette culture est essentiel pour naviguer dans cette ère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la professeure, pour cette excellente présentation. Elle était très intéressante. J'aimerais maintenant inviter Lydia Brito de nouveau sur scène qui va animer la discussion au cours de cette deuxième partie de la session. Merci beaucoup, Erzra, et merci beaucoup, Madame la professeure, de nous avoir présenté en détail ce rapport. Et c'est un plaisir désormais pour moi d'inviter les membres du panel, à savoir Denis Albornoz. Vous êtes conseillère politique principale au sein de l'équipe données et technologies numériques de la Royal Society. Vous supervisez les projets suivants, à savoir les sciences à l'ère de l'IA, ainsi que les données pour les urgences. Ensuite, nous avons la docteure Laura Joy Boulos. Vous êtes neuroscientifique à l'intersection du monde universitaire et du secteur industriel. Vous êtes titulaire d'un double doctorat en neurosciences de l'université McGill et de l'université de Strasbourg. Vous êtes actuellement professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, où votre équipe et vous-même explorez l'impact des contextes de crise multiples chroniques sur la santé du cerveau dans le cadre d'un projet baptisé ENSA. Vous plaidoyez, vous défendez la recherche basée sur l'innovation et vous visez à transformer les avancées scientifiques en outils numériques utiles pour la société. Et nous sommes tout à fait fiers eh bien, vous avez été récompensé de nombreux prix, mais notamment du prix L'Oréal UNESCO 2020, qui récompense les 15 chercheurs les plus prometteuses au niveau international. Laura, s'il vous plaît, venez prendre place ici. Ensuite, nous avons la docteure Durine Samander-Ewis. Vous êtes responsable scientifique au Centre pour les sciences futures du Conseil international de la science. Vous vous intéressez à la manière dont les changements et les développements actuels ont un impact ou influent sur la science et les écosystèmes de recherche et vous travaillez sur l'adoption de l'IA pour la science au Centre international de la science depuis septembre 2023. Et avant de rejoindre le Conseil international de la science, vous avez travaillé au mécanisme de conseil scientifique de la Commission européenne et vous avez obtenu un doctorat en biologie quantitative
à l'Institut Curie. Donc, je vous invite à applaudir nos intervenantes, s'il vous plaît. Nous avons que des chercheuses scientifiques ici. Et je suis ravie que l'on promeuve en fait la parité comme vous le voyez ici sur scène. C'est tout à fait en ligne avec notre appel pour réduire la fracture du genre dans le domaine scientifique. Et on a beaucoup parlé des modèles qui sont nécessaires. Donc, voici les modèles que vous avez. Et j'invite tous les jeunes ici réunis à vous entretenir avec ces scientifiques exemplaires et ces chercheuses et leur demander comment elles ont abordé et parcouru leur carrière scientifique. Donc, bienvenue à toutes. Je vais poser une question très générale pour commencer et je vous invite chacune à répondre à cette question en 1 ou 2 minutes. Quelles est, à votre avis, les opportunités, quelles sont, à votre avis, les opportunités et les défis qui se présentent à ce croisement de chemin entre la science ouverte et l'intelligence artificielle? Peut-être que la professeure Nobel, on peut commencer avec vous. Alors, je viens de prendre la parole. Pour moi, je dirais que la chose la plus importante, c'est la façon dont l'IA et la science ouverte pourraient faire avancer l'IA, c'est-à-dire à travers l'interdisciplinarité. Et là, je ne parle pas seulement des scientifiques, mais également des utilisateurs finaux. Dorine, allez-y. Alors, nous parlons d'opportunités. Donc, je me ferai l'écho de ce qu'a dit Alison. Bien sûr, il y a des défis également qui se présentent, mais je dirais que l'accès aux informations dans l'ensemble des systèmes, dans l'ensemble des régions et dans l'ensemble des langues euh, pourrait nous permettre d'utiliser l'IA pleinement. Et on pourrait ainsi donc utiliser les systèmes dans le monde entier pour une meilleure science et pour une meilleure interdisciplinarité. Laura, c'est à vous. Je suis d'accord, il y a tellement d'opportunités, mais en fait, j'aimerais mettre l'accent sur 2 opportunités. Tout d'abord, le transfert de la technologie, parce que, comme vous l'avez dit, je me trouve à l'intersection entre le secteur industriel et l'univers universitaire. Et c'est vraiment un domaine qui est très enthousiasmant. Mais quand je parle de transfert, je parle de tout. Je parle des cadres qui nous permettent de partager les jeux de données entre 2 acteurs. Et pour moi, la partie la plus importante porte sur le défi qu'a évoqué la professeure Nobel, à savoir la qualité de données. Nous devons assurer la qualité, de la bonne qualité des données pour que l'on puisse les intégrer. Elles doivent être basées sur la science et basées également sur les données probantes. C'était pour moi la première opportunité. Et puis, deuxième opportunité pour moi, c'est l'utilisation de cette intersection pour voir émerger de nouvelles pistes de recherche qui sont inédites. Ceci nous permettra en fait de repousser les limites. Très bien, merci beaucoup. Denis, merci beaucoup. Alors, comme l'a dit la professeure Nobel, la science ouverte joue un rôle clé pour dépasser les défis présentés, mais j'aimerais mettre l'accent sur la recommandation 1 et recommandation 2, à savoir un accès significatif aux infrastructures de données. Et par cela, je fais allusion également à la possibilité de développer des compétences et à la création d'opportunités pour les différents types de communautés scientifiques, puisque les différentes perspectives peuvent également influer sur les programmes de recherche qui peuvent émerger. Donc, la science ouverte peut ouvrir des nouvelles pistes et doit également soulever des questions comme qui participe, quelles sont les ressources et quel est l'objectif final et quel est le coût. La professeure Nobel a déjà parlé de l'impact environnemental de l'IA et bien sûr, il ne serait pas possible en fait de garantir un accès sans limite à l'IA sans parler de son impact environnemental. Merci beaucoup, Denis. Je vais revenir vers vous en fait pour parler de nouveau de la diversité et des
nombreux acteurs différents qui doivent être impliqués si l'on veut une recherche plus inclusive, plus intersectionnelle, plus transparente, etc. Euh, donc, pour vous, le fait que la création des outils de l'IA est dominée ou est en fait le précaré de l'industrie, comment se fait influe-t-il sur la recherche scientifique? Eh bien, c'est une préoccupation, c'est vrai. La plupart des chercheurs qu'on a interviewés pour ce projet, eh bien, ce rapport s'est focalisé sur les préoccupations et les besoins de la communauté scientifique et la domination du secteur industriel était bien sûr une source de préoccupation. Et on y revient dans le chapitre 4. Et d'ailleurs, une de mes collègues qui est ici présente, en fait, a énormément contribué à la rédaction de ce chapitre. Donc, n'hésitez pas à l'interroger sur cette question-là. Mais dans le secteur privé, la définition de programmes de recherche et les infrastructures, les outils également sont importants. Et là, c'est en lien avec ce qu'a dit la professeure Noble. On a déjà ces modèles d'apprentissage profond. Et en plus de cela, si ces modèles sont brevetés, eh bien, on n'est pas en mesure de les contrôler, de les comprendre, etc. Et on ne sait pas non plus si ce sont des modèles qui sont représentatifs, si ils prennent en compte les différents types de données, des différents contextes, etc. Donc, c'est vraiment une question qui est en lien avec l'opacité du système et cela montre en fait l'importance d'élaborer différentes alternatives, différentes solutions alternatives. Et d'abord, il faut veiller à ce qu'il y ait davantage de collaboration, qu'il y ait des stratégies de collaboration entre le milieu universitaire et le secteur industriel pour garantir un accès. Mais en plus de cela, il faut également réfléchir à des incitations pour élaborer des solutions alternatives, donc des modèles d'innovation et d'adaptation. On pourra revenir à cette question plus tard, mais on a parlé de la documentation. Et puis ici, vient de mentionner également la question du transfert de technologie. Et il s'agit vraiment de permettre la naissance de nouveaux modèles. Laura Joy, donc je me tourne vers vous parce que vous aussi, vous travaillez entre la recherche universitaire et le secteur industriel. Comment pourrait-on impliquer ces sociétés privées? Comment les faire participer dans ces mouvements? Il y a beaucoup d'opportunités, mais comment pourrions-nous faire en sorte que toutes ces parties prenantes comprennent ce que veut dire la science ouverte et comment la science pourrait fonctionner au service du développement. Alors, deux choses. Eh bien, je parlerai plutôt des entreprises jeunes et des investisseurs qui sont très flexibles. Alors, je suis également partenaire d'un fonds d'équité et nous investissons uniquement dans les initiatives basées sur la science. Et j'encourage tous les fonds à faire de même. Bien sûr, il faut prêter l'attention à l'impact de l'IA sur l'environnement et je dirais qu'en fait, faire participer ces structures qui ont du capital, qui sont également flexibles dans leur approche, pourrait être plus facile et plus rentable plutôt que d'essayer de convaincre les grandes entreprises. Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que l'on fait d'ailleurs. Nous essayons de mettre en place un consortium euh, qui réunirait ce type d'investisseurs et des chercheurs. Et la deuxième chose que je dirais, et c'est d'ailleurs une discussion que j'avais tout à l'heure avec ma collègue, et c'est sur la qualité des données, la structure et la standardisation des données. C'est vraiment quelque chose que les chercheurs peuvent mieux faire que le secteur industriel. Mais malheureusement, c'est un aspect qui a été
légèrement ignorés par le passé. Et c'est pour cela que nous avons des modèles IA imprécis et c'est d'ailleurs quelque chose qui va d'ailleurs être corrigé par la suite et qui va améliorer le fonctionnement dans l'ensemble. Très bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez mentionné un point très important, à savoir les investisseurs, et vous avez parlé également de la flexibilité et la gestion des données, ce qui peut permettre un bon partenariat entre les deux mondes. Mais nous savons qu'il y a des différences partout dans le monde et il n'y a pas ces opportunités dans toutes les régions. Il y a des régions où il n'y a pas d'investisseurs, euh, pas de collecte de données. Et ces modèles utilisent des données qui émanent d'autres populations. Donc, Dorine, quelles sont les politiques ou les cadres que nous devons promouvoir sur le plan gouvernemental et sur le plan institutionnel également, qui peuvent garantir, qui peuvent nous permettre en fait de réunir ces partenaires et ce, partout dans le monde et pas seulement dans quelques poches ou quelques régions. Merci Lydia. Alors, pour que nous soyons motivés à apporter les bonnes politiques, les bons cadres, les bonnes lignes directrices qui contribueront à la coopération entre la science ouverte et l'IA en renforçant les capacités dans le monde entier, eh bien, à mon sens, un des facteurs de motivation, c'est la confiance en la science et en les pratiques scientifiques. Je crois que si nous souhaitons protéger cette confiance et nous assurer qu'elle existe partout, eh bien, nous avons besoin de cette transparence, c'est-à-dire nous devons pouvoir étudier les données, étudier les contributions, critiquer, avoir un débat ouvert quant aux pratiques qui sont menées autour d'une technologie, par exemple. Et de cette perspective-là, eh bien, bon, bien entendu, il y a des défis à relever, hein. Je ne dis pas que c'est le seul moyen de faire les choses, mais je pense que si nous envisageons les choses ainsi, ça pourra avancer. N'importe quelle technologie aura ses défis, mais la nature très spécifique de l'IA fait que il y a cette idée d'une boîte noire. Et lorsque l'on parle de l'IA, eh bien, je crois qu'il faut se poser la question suivante. Pourquoi utiliser l'IA dans la science? Et pour le justifier, réfléchissons aux pratiques. Assurons-nous que cette confiance en les pratiques scientifiques soit conservée et protégée. Merci, Dorine. Je pense que c'est un très bon trait d'union avec la question que j'avais maintenant pour Alison. Et cela concerne les évaluations de carrière, les politiques institutionnelles, les incitations qui se vérifient dans l'écosystème scientifique. Comment les universités, les instituts de recherche et autres entités de financement peuvent-elles promouvoir cet environnement, un environnement qui va aller soutenir tant la science ouverte que l'innovation de l'IA et l'utilisation de cet outil, l'IA, comme outil de grande importance qui, comme l'ont dit plusieurs de nos panélistes, peuvent apporter de la transversalité, davantage de pertinence, des résultats souvent plus rapides, ce qui permet peut-être aussi de donner du pouvoir à davantage d'individus dans le monde entier. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois que si nous réfléchissons aux répercussions ou au changement des carrières universitaires, eh bien, il y a deux grands défis. Le premier que nous pouvons évoquer, eh bien, c'est celui d'avant l'ère où nous nous trouvons aujourd'hui avec l'IA, à savoir comment promouvoir, comment encourager les individus, comment continuer à faire en sorte d'être récompensés dans ces disciplines scientifiques car nous avons des individus qui travaillent dans deux disciplines et donc qui ne sont pas vraiment considérés comme experts ou expertes dans les deux, mais plutôt à l'interface des deux. Donc en termes de publication, de département universitaire, de CV, eh bien, c'est vrai que ça a toujours été assez difficile. Maintenant, si l'on ajoute à cela que l'on souhaite travailler dans l'IA et dans un travail interdisciplinaire, eh bien, il faut expliquer pourquoi on ne veut pas le faire plutôt. Et donc, vous savez, il y a des choses importantes qui doivent être faites, recueillir des données, annoter des données, partager ces données, rendre votre logiciel un logiciel ouvert. Ça, pareil, si vous étiez à la recherche d'une promotion dans votre département, eh bien, ce ne serait pas forcément les premiers points les plus importants. Donc, je pense que nous devons absolument transformer la vision qui est la nôtre dans ce domaine et il incombe à la communauté universitaire de reconnaître la valeur de ces différents éléments
au service de la science. Et je crois que nous devons absolument poursuivre le débat, l'approfondir afin que les gens qui travaillent dans ces domaines soient respectés pour l'action qui est la leur et qu'ils ne perdent pas le respect parce qu'ils n'utilisent plus les paramètres traditionnels, les paramètres traditionnels qui sont peut-être la portée de votre recherche, le nombre de publications ou autre. Il faudra repenser la chose. Oui, je crois que c'est très important et ce serait un parfait sujet pour un autre séminaire et nous sommes prêts à l'organiser parce que je crois qu'il s'agit là d'un cas assez spécifique, certes. Néanmoins, nous voyons bien que lorsque les chercheurs, chercheuses s'améliorent en termes de communication, qu'ils s'engagent davantage avec la société euh, dans un mode de co-conception qui a été mentionné par l'ambassadrice et qui revêt une importance capitale pour le développement des systèmes, eh bien, nous constatons que lorsque les chercheurs et les chercheuses deviennent plus communicants ou communicantes, ils sont pénalisés dans leur carrière parce que tout d'un coup, ils publient moins dans des journaux scientifiques qui sont considérés comme étant les plus importants pour la carrière. Donc, gardons cela à l'esprit pour un séminaire de suivi peut-être. Comme j'ai eu l'occasion de le dire au début, je crois que nous ne sommes qu'au début de notre trajectoire, de ce dialogue et de ces conversations qui sont nécessaires et d'autres séminaires devront être abordés. Mesdames et messieurs les membres du public, chers participants, je vous propose de poser vous des questions. Moi, j'ai d'autres questions que je puis poser au panel, mais je vois que vous êtes plusieurs à absolument vouloir poser des questions et que vous souhaiteriez prendre la parole. Donc, je vous donne la parole, mesdames et messieurs, tant pour les participants et participantes dans la salle que pour les participants et participantes en ligne. N'hésitez pas, levez la main, vous pouvez intervenir, vous pouvez poser la question en français ou en anglais. Présentez-vous très rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps, vous savez, la salle est comble, donc j'espère que nous aurons la possibilité de donner la parole au plus grand nombre. Peut-être deux, trois questions, nous pouvons les recueillir, donner la parole aux panélistes et redonner la parole au public. Y a-t-il des questions de votre part, messieurs, dames? Je vous en prie. Bonjour, Francis Crowley. Je suis ici avec Simon. Je travaille pour Simon, en fait, au Comité international pour les données. Quelques points. En premier lieu, je crois que c'est important d'établir clairement le distinguo entre l'IA et la science ouverte. Comprendre que Pardon, il faut bien faire la différence entre l'IA et les données. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses. L'un, c'est le système et l'autre, c'est l'outil qui alimente le système. Donc soyons prudents pour bien établir ce distinguo. Ensuite, en deuxième lieu, je crois que la science ouverte, elle aussi, revêt une importance absolument capitale pour les données souveraines ou les données de propriété. Je crois que la science ouverte permet d'avancer dans ce domaine. Par exemple, hier, je me suis rendue dans une réunion de d'une industrie. Donc, c'était une industrie qui était présente. Il y avait quelqu'un de Microsoft qui était représenté également. Et tout ce dont il parlait, c'était des données. Mais la science ouverte, elle était présente dans la salle parce que c'était bénéfique à l'action qui est la leur. Donc, l'industrie va aussi dans ce même sens. Elle emprunte la même voie. Et je pense que les propositions qui viennent de l'UNESCO et des acteurs qui travaillent dans la science ouverte, c'est vraiment quelque chose de très utile. Donc, je souhaitais apporter mon soutien à la professeure Alison Noble. Merci de ses recherches, de l'évaluation qu'elle a mentionnée également. Peut-être que nous pourrions en reparler, mais je pense que dans les discussions avec les acteurs en Afrique notamment, eh bien, aller vers la science ouverte pour aller vers la science ouverte, un des obstacles qu'ils rencontrent, c'est l'évaluation de la recherche parce que leur travail n'est pas apprécié à sa juste valeur et puis les financeurs ne la financent pas. Et donc, oui, j'aimerais vraiment qu'on en parle davantage. Oui, merci beaucoup, merci et merci d'avoir partagé ces informations et merci également d'avoir essayé de réfléchir aux obstacles qui existent pour les sciences ouvertes. Nous avons eu le premier aperçu. Ensuite, nous avions eu une étude sur la mise en œuvre des recommandations en matière de sciences ouvertes et nous allons essayer d'identifier où se trouvent les obstacles dans les différentes régions. Monsieur l'ambassadeur, j'ai quelques questions si vous me le permettez.
Je comprends bien qu'il existe une différence entre la science ouverte pour les chercheurs et le concept de science ouverte pour le grand public. Ce n'est pas exactement la même chose, ce sont deux perspectives différentes, n'est-ce pas? Les chercheurs se penchent sur la méthodologie, sur les données, sur ce qui peut être utilisé, mais le grand public souhaite plutôt avoir une possibilité d'utiliser la science de manière pratique. Donc, comment pourrions-nous améliorer le concept de la science ouverte? Pourriez-vous peut-être alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pendant la COVID-19, comment traiter le Covid? Que devons-nous stocker? Que faire? Comment utiliser les choses? Ça, c'est un processus scientifique. Donc, je crois que c'est une bonne chose qu'il y ait davantage de sciences ouvertes dans ce domaine plutôt que de juste les vaccins, la recherche. Ça, c'est quelque chose qui revient aux chercheurs. Donc, pourriez-vous nous dire comment est-ce qu'à l'UNESCO, nous pouvons améliorer le concept de la science ouverte et des processus ouverts dans la science pour le grand public? Pour l'UNESCO, pour le conseil exécutif, pour les décideurs politiques. Peut-être avez-vous des contributions à apporter? Merci, nous allons prendre encore une question et nous demanderons au panel de répondre. Je vous en prie. Merci. Megastout du Conseil international pour la science. Je souhaitais demander à nos panélistes si elles connaissent des tentatives qui étaient menées dans différentes régions ou différentes disciplines pour mettre en place des normes de communauté ou des normes en matière de l'utilisation de l'IA dans leurs domaines respectifs, peut-être. Merci beaucoup. Alors, les questions ne vous étaient pas posées de manière spécifique, donc n'hésitez pas à poser aux deux questions qui ont été posées. Je crois que de la part que c'était plutôt aussi des observations. Oui, en ce qui concerne les normes. Alors moi, je travaille beaucoup dans le domaine de la santé et il y a bien des activités pour que vraiment nous dressions une espèce de liste de choses à vérifier. Et donc, que faites-vous? Et si vous souhaitez rendre la science ouverte, que devez-vous faire? Il y a aussi des niveaux TRL, donc différents niveaux d'innovation pour les différents concepts. Ça peut commencer par les tests qui vont être menés. Je pense par exemple à des essais cliniques. Et je crois que oui, c'est peut-être plus avancé dans ce domaine parce que de par le fait que l'on travaille dans la médecine, il y a d'ores et déjà ces vérifications à porter, cette checklist, mais ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas sur cette liste. C'est la raison pour laquelle nous avons des groupes qui cherchent à dégager des consensus et cela nous permet vraiment de renforcer la qualité de la recherche parce que lorsque vous publiez, vous devez justifier qu'effectivement vous avez respecté ces normes. Merci. Oui, peut-être puis-je répondre à la question, si j'ai bien compris, de la confiance publique vis-à-vis des processus de science ouverte. Alors, ici, je réfléchissais à la chose suivante. Comment accorder de la confiance à la science et s'assurer qu'il y ait une confiance publique dans les processus d'utilisation de ces technologies pour que nous soyons clairs quant à l'utilisation qui est faite de ces technologies. Je crois qu'il faut communiquer, il faut replacer dans le bon contexte les choses pour s'assurer que les données, les processus soient menés de manière à trouver des solutions. Et puis, il faut s'engager avec le public, c'est-à-dire ça ne peut pas juste être un processus linéaire où on passe de la science à la politique au public, mais plutôt une participation pour que cette confiance publique permette aussi d'engager et qu'elle se fasse par l'engagement du grand public. Je pense que vous avez d'ores et déjà reçu réponse à vos questions, mais je crois qu'il y a une chose qu'on ne fait pas suffisamment, même si cela commence à changer, ce sont des processus participatifs de recherche scientifique, inclure le public avec une science plus vaste. Et puis, nous en avons parlé tout à l'heure aussi, mais je crois que nous devons aussi nous assurer qu'il y ait des investissements dans des projets qui permettront de construire des interfaces pour que ce ne soit pas juste des experts qui s'adressent à l'IA, mais pour que les usagers et les usagères puissent également avoir accès à ces instruments et sachent comment les utiliser.
Alors, je crois que vous avez reçu réponse à vos questions, mais sur le dernier point, ce qui a été très intéressant dans nos processus, c'est qu'en travaillant avec la communauté scientifique, nous nous sommes rendus compte que les usagers finaux, c'était des usagers finaux très spécifiques, souvent des scientifiques qui travaillaient dans un domaine scientifique, mais pas avec des connaissances IA, qui n'étaient pas des experts IA et qui voulaient davantage d'explications, peut-être même des tableaux de bord plus interactifs, qui rendraient les choses plus accessibles, plus compréhensibles, plus intelligibles et on peut aller plus loin, des outils plus abordables pour que les bienfaits de l'IA soient offerts à la communauté scientifique dans différentes disciplines, mais aussi dans différentes régions. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est ressorti dans nos recherches. Et puis, il y a aussi l'idée d'une science citoyenne. C'est une question ouverte. Comment est-ce que l'IA peut nous permettre de mener des sciences citoyennes de manière nouvelle? C'est ressorti dans certains entretiens, mais pour l'instant, c'est à une étape où il faut davantage creuser. Que pouvons-nous faire pour impliquer davantage le public afin que ce public ait la possibilité de comprendre le rôle de l'IA, qu'ils aient confiance en l'IA. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir confiance en l'IA, mais au moins de se poser les bonnes questions, disons, ou peut-être dans les dons de données, les encourager à donner des données. Il y a bien des questions qui se posent quant à l'implication de différents types de publics avec différents types d'expertise, et je crois que la science ouverte nous permet et nous permettra de creuser dans ce sens. Merci. Si vous me permettez la question, puisque la science ouverte, c'est nous qui nous en occupons, eh bien, il y a deux points qui ont été soulevés en ce qui concerne la communication scientifique. Eh bien, vous savez, je crois que c'est une manière de faire en sorte que les valeurs et les principes de la science ouverte atteignent véritablement le public, parce que cela fait partie intégrante de la science ouverte. C'est-à-dire que oui, il y a les données ouvertes, les bienfaits ouverts, la connaissance ouverte, mais il s'agit bel et bien d'une coproduction scientifique de connaissances. Par exemple, dans nos réserves de biosphère, eh bien, nous avons lancé des projets pilotes de sciences citoyennes. Et en fait, les usagers finaux, ce sont les individus qui vivent dans les réserves et qui peuvent suivre les modifications apportées à la biodiversité. Et nous utilisons des apps, des outils IA, donc, qui, bien entendu, doivent permettre d'enregistrer ces changements, de permettre aux communautés d'observer ces changements et peut-être de proposer des solutions de concert avec les chercheurs et chercheuses qui sont impliqués sur les sites en question. Donc il y a bien des domaines dans la recommandation en tant que telle qui se penchent véritablement sur l'implication de la société. Et c'est la raison pour laquelle cette recommandation est particulièrement puissante. Cette recommandation sur la science ouverte et le concept qui l'accompagne, eh bien aujourd'hui, ça n'a de cesse de gagner en puissance. Nous avons par exemple les entreprises privées, les politiques gouvernementales qui bénéficient de cette recommandation et qui s'appuient dessus. Parce que si nous souhaitons un développement durable porté par la science, eh bien, il faut une implication des sociétés, il nous faut une implication des décideurs politiques pour qu'il y ait une co-conception et une coproduction de la connaissance. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a la question de l'interaction. L'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir des systèmes où nous avons différents types de connaissances, y compris des connaissances autochtones. Ça aussi, c'est important. Il doit y avoir une interface parce que la science ouverte, c'est aussi réunir différents types de connaissances. Je vois qu'il y a d'autres questions qui se posent, d'autres mains levées. Très bien, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Merci de me donner la parole, Natra Dandishvaran. Je suis directeur pour la promotion internationale d'une initiative Deep Down Digital Lab. C'est une initiative de l'Union de la science géologique. Alors, ma question n'est pas une question en vrai. J'ai deux points que j'aimerais mentionner qui concernent l'avenir de la recherche, notamment dans le rapport de la Royal Society. Peut-être que la professeure Noble pourra réagir, mais d'autres observations seront les bienvenues également. Dans mon initiative, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons d'ores et déjà lancé une plateforme Open Science qui est ouverte à tout un chacun. Nous l'avons lancée y compris auprès de l'UNESCO dans le cadre du Forum sur la science ouverte de l'UNESCO. C'était en novembre 2022. Je crois que c'est à peu près au même moment que ChatGPT est né. Et dans le cadre de ces plateformes Open Science, nous essayons de créer un GeoGPT, c'est-à-dire un projet de recherche exploratrice.
Et dans le cadre de ce processus, que faisons-nous? Eh bien, nous avons deux questions pour ces recherches à venir qui me taraudent. D'une part, l'IA et les petites données, small data. Parce que vous savez, nous avons tendance à dire que la science, c'est énorme, la géoscience, pas autant, mais ça reste quand même important. Mais si l'on entre dans des disciplines, la paléontologie, la sédimentologie par exemple, eh bien vous allez forcément être confronté à cette thématique, à savoir des volumes de données qui sont loin d'être aussi importants que lorsque vous avez vraiment affaire à des cadres plus larges, au big data. Donc ça, c'est une des thématiques. Mais si on se met à la recherche des meilleures données disponibles dans une discipline en particulier, eh bien, nous allons être confrontés à des problématiques liées à la propriété intellectuelle, parce que certaines des meilleures données, eh bien, il faut payer des journaux, par exemple, pour y avoir accès. Donc, si vraiment nous souhaitons avoir accès aux meilleures données possibles pour des programmes scientifiques portés par l'IA qui soient performants, eh bien, je pense qu'il y a des problèmes qui se posent entre la science ouverte et l'éthique de l'IA. Voilà, je m'arrêterai là, mais une toute dernière chose, je l'ai dit lors de l'atelier sur la science ouverte, c'était il y a 2 ou 3 jours. Je vais dire la chose suivante. Si l'on étudie la recommandation sur la science ouverte de l'UNESCO adoptée en novembre 2021, eh bien, il y a bien des références qui sont faites à l'IA. Nous parlons même de la mise en place selon des lignes directrices justes et équitables, et l'IA est inscrite là. Mais si l'on regarde les recommandations éthiques de l'éthique de l'IA pour l'UNESCO, qui a été adoptée lors de la même conférence générale, si je ne m'abuse, c'était en 2021. Bon, je n'ai pas vérifié, hein, mais il me semble que c'était ça. Eh bien, tout ça, ça ne se trouve pas. Le terme science ouverte n'est pas dans la recommandation qui porte sur l'IA. Donc sur l'éthique plutôt de l'IA. Donc le terme science ouverte n'y figure pas et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait plus de coordination. Alors ce qui est bien, c'est que nous travaillons ensemble sur ces deux recommandations et nous avons plusieurs collègues qui travaillent ensemble également pour la mise en œuvre des recommandations tant pour la science ouverte que pour l'éthique de l'IA. Nos collègues sont présents ici dans la salle, donc je suis sûre qu'ils vont faire la passerelle entre les deux. J'ai un autre orateur qui souhaitait prendre la parole, monsieur. Merci, Madame la DG. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les intervenantes pour les interventions très intéressantes que nous avons écoutées. Nous savons que tous les modèles, enfin, certains modèles, pas mal de modèles d'intelligence artificielle sont open source, source ouverte, ainsi que les algorithmes qu'ils utilisent. Certains, beaucoup d'entre eux sont publics. Par contre, nous avons écouté, et beaucoup disent que la façon dont ces algorithmes fonctionnent sont une black box. On a entendu le terme black box et c'est très opaque. Donc on ne sait pas ce qu'il y a derrière, comment ça donne les résultats. Donc comment cette contradiction affecte l'application du principe de l'open science et la recommandation de l'UNESCO. Merci. Merci. C'est vrai que nous avons aussi des questions en ligne. J'en mentionnerai deux, si vous me le permettez, qui sont assez similaires. Cela revient à la question des autres types de systèmes de connaissances. Une des questions
les données pour créer et améliorer l'IA viennent-elles uniquement de la science moderne ou est-ce que cela inclut aussi des connaissances traditionnelles, autochtones, modernes? Je crois que cela fait référence au modèle de formation et ce qui nous inquiète, c'est bien entendu recueillir les données et partager les bienfaits de ces données avec tout un chacun également. Et la question qui s'ensuit est la suivante. La communauté scientifique peut-elle envisager de nouveaux types de brevets ou de licences ouvertes où vous pouvez avoir un opt-in ou un opt-out pour l'utilisation de vos données dans différents types de technologies de l'IA, notamment dans des commerces, pardon, dans des contextes commerciaux. Alors, il y a de nombreuses questions qui ont été posées. Alors, nous avons eu une piqûre de rappel pour dire que les données et l'IA, ce n'est pas la même chose. Et donc, je crois qu'il y a une chose que nous devons savoir. Qu'ouvrons-nous? Est-ce que nous ouvrons les données? Est-ce que nous ouvrons les jeux de données? Est-ce que nous ouvrons les algorithmes eux-mêmes, leur fonctionnement, leur manière d'être formés? Ou alors s'agit-il des recommandations? Ou même, est-ce que ce que nous rendons ouvert, ce sont les explications? Parce qu'une IA explicable, ça ne veut pas dire que tout est ouvert, parce que ce n'est pas forcément possible. En fait, il faut ouvrir ce que l'on peut ouvrir. Donc, je pense que la question qui se pose, eh bien, c'est celle-là. Et je crois que c'est une décision que nous devons encore prendre. Qu'allons-nous ouvrir? Comment allons-nous faire en sorte, par exemple, parce que c'est une chose de rendre accessibles les données, mais qu'en est-il ensuite de la bonne fusion avec, par exemple, les algorithmes eux-mêmes? Parce qu'effectivement, il y a certaines boîtes noires qui sont beaucoup trop sombres et on n'y comprend rien. Et il faut essayer d'expliquer les parties qui sont explicables quant aux recommandations ou à la manière dont les informations du modèle IA ont été créées. Donc je crois qu'il faut peut-être séquencer les choses quant à cette ouverture que nous appelons de nos voeux, effectivement. Merci. Je vais revenir à la première question. La question qui portait sur l'incorporation de données traditionnelles ou autochtones. Nous n'avons pas mené de recherche spécifique. Nous avons, alors, une des idées qui est ressortie dans la recherche, c'est que l'IA doit répondre à nos besoins. Nous devons être très prudents et ne pas essayer d'intégrer tous les projets scientifiques et de recherche et faire en sorte qu'ils soient prêts à l'IA. Ça ne doit pas forcément dire que tous les projets de recherche doivent être portés par l'IA. L'IA répond à certains objectifs, à certains types de données. Et il y a eu un appel à l'action qui disait que même les financeurs de la recherche devraient être appelés à baisser la pression. Il n'est pas nécessaire que tout puisse vraiment être soumis à l'IA. Parce que ce que nous disent les scientifiques et les chercheuses, les chercheurs, c'est qu'on ne peut pas se mettre du coup à changer la question de la recherche juste pour parvenir à l'objectif en utilisant l'IA. Parce que ça risque d'être assez dangereux. Mais effectivement, c'est une question qui s'est posée. Ce sera un sujet de recherche à l'avenir, réfléchir aux différents types de données, parce que c'est ça ce qui est merveilleux avec l'IA, c'est qu'elle peut s'adapter à différents formats, différents types de données, différentes opportunités. Donc peut-être qu'il y a des possibilités de recherche que nous n'avons pas encore saisies. Il faudra se poser cette question. Et sur l'opt-in, opt-out, eh bien, ce que je souhaitais dire ici, c'est que dans notre rapport, nous avons accordé beaucoup d'attention à ce que l'on appelle la divulgation responsable, itérative, par exemple, et il n'est pas nécessaire de tout divulguer tout de suite et au même niveau. Parce que ça, c'est une des choses. L'UNESCO le dit, l'ouverture doit être spécifique au contexte, répondre aux différents moyens. Donc, posons-nous la bonne question. Que devons-nous ouvrir? À quel moment? Pour qui? Qui fait partie de cette coopération? Tout ça, c'est aussi très important quand on réfléchit à ce que nous ouvrons et ce que nous n'ouvrons pas. Donc, je vous remercie. Oui, alors en ce qui concerne les différents types de connaissances et différents types d'IA, je suis d'accord. Lorsque nous parlons de l'IA, nous ne devons pas être surdépendants à l'IA. Il faut utiliser l'IA pour faire avancer certaines choses, mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tout doit devenir totalement IA. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous savez, moi, j'ai fait nombre de travaux et la raison pour laquelle je suis présente ici ce matin, cet après-midi, c'est parce que nous avons mené des consultations et discussions régionales afin de comprendre comment est-ce que les approches nationales se déploient pour l'IA et pour la science. C'était intéressant parce que, par exemple, un des points d'accent, c'est de nous assurer que les différentes langues, je pense notamment à des langues qui ne sont même pas des langues forcément écrites, mais nous devons nous assurer d'utiliser l'IA pour
pour que ces langues régionales uniquement orales soient intégrées également. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui a beaucoup été encouragé dans la région, notamment avec des experts. Et en ce qui concerne la question de la technicité de la boîte noire, eh bien, il y a un exemple avec Alpha 4.3. Alors, Alpha 4.3, étant donné que la majorité des données viennent d'entreprises, ou plus spécifiquement de start-up, si je me rappelle bien, eh bien, ils ne le font pas de la même manière que pour Alpha 4.2. Et là, aujourd'hui, ce que font les scientifiques, c'est qu'ils essaient de créer des modèles en s'appuyant sur ce qui a été publié pour que ça puisse être utilisé à des fins scientifiques. Ça va vraiment être quelque chose de très intéressant, avec une dynamique forte intéressante, puisque nous verrons comment nous allons pouvoir réagir à certaines thématiques, je pense notamment à l'IA au service de la science. Merci. Oui, je souhaitais revenir sur la question où vous avez parlé de la géologie et notamment des communautés où il y a des grands volumes de données qui essaient peut-être d'établir des liens, d'utiliser des choses comme ChatGPT. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est créer des modèles dits fondamentaux. Et vous savez, pour certaines communautés, les grandes communautés, eh bien, c'est tout à fait logique. Et je pense que on parle ici de modèles fondamentaux parce que ces modèles fondamentaux sont ensuite la base pour faire d'autres choses et on peut créer des modèles plus spécialisés en s'appuyant sur ces modèles fondamentaux. Donc je crois qu'il va falloir suivre cela de très près, mais ça peut coûter très cher, c'est onéreux. Donc je pense que le danger là, c'est que ce soit repris par quelques disciplines scientifiques particulièrement bien financées et que d'autres disciplines scientifiques soient laissées sur le bord de la route. Et vous avez aussi évoqué la question des petites données. Et vous savez, il y a des données qui sont développées au sein de l'IA pour permettre aux petites données d'aller modifier certains des modèles beaucoup plus importants. Et dans certains domaines scientifiques, je crois que ce sera une solution. Mais une nouvelle fois, l'accent doit être mis ici à certains domaines. Parce que lorsque l'on parle de l'IA, ce n'est pas une seule et même chose. Nous devons faire évoluer la méthodologie au sein de l'IA pour être à mesure de soutenir le plus de sciences possible. Encore une fois, des questions très importantes et énormément de discussions. Je vais prendre un dernier cycle de questions et je vous invite à être vraiment bref parce qu'il nous manque du temps. J'aimerais en fait donner à nos intervenantes encore une opportunité pour répondre. Allez-y, madame. Merci, madame. Merci Madame la Présidente. Christian Bic, je suis représentant français au comité intergouvernemental de bioéthique. Ma question est simple, je voudrais savoir si autour de la table ronde, il y a une approche différente de l'IA et de l'open science en fonction des types de données. Il y a les données des sciences humaines et sociales qui sont quand même des données qui ont une certaine subjectivité de terrain, qui relatent un certain nombre de connaissances ou de pratiques qui sont locales. Et puis il y a les données effectivement dites des sciences dures ou médicales qui impliquent un système de méthodologie et de preuve. Est-ce qu'on peut parler de la même manière de l'utilisation de l'IA à la fois pour les sciences humaines et sociales et pour les sciences exactes et naturelles? Voilà. Merci beaucoup aux intervenantes excellentes. La semaine dernière, nous nous sommes réunis au Forum pour les entreprises et Madame la DG a fait un discours liminaire sur la science lors d'un panel. Et lors de ce panel, il était question de deux éléments, notamment en premier, à l'intersection de l'IA et la science ouverte, il y a une nouvelle fracture qui émerge, à savoir l'accès aux ordinateurs super puissants. Je vais vous donner un exemple en une trentaine de secondes. Les résultats de l'expérience de CERN utilisent 4,2 mégawattheures d'électricité pour seulement gérer son système. Et réfléchissez à ce projet qui couvre une surface de 1 km et en fait, vous allez produire 1 exabit de données par jour. C'est une quantité astronomique. Est-ce que vous avez réfléchi au type de dépendance que cela va créer pour des pays en développement?
en matière de ces ordinateurs super puissants. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, cette nouvelle cible de l'IA verte qui va émerger. Alors, quid de tout cela dans cette intersection de l'IA et de la science ouverte? Merci beaucoup. Je vous invite à être très bref, s'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup pour vos présentations et vos interventions. Comment évaluez-vous l'état des lieux des travaux à ce croisement de chemin en Afrique? Quels sont les partenaires clés qui sont fiables et comment pouvons-nous promouvoir la recherche dans ces domaines et comment pouvons-nous protéger la recherche en Afrique en particulier? Oui, bonjour. Une question rapide sur le chapitre 5. Je voulais parler sur l'éthique et la sûreté. Je voulais savoir s'il y a des discussions pour impliquer les professionnels de la cybersécurité sur comment mitiger les attaques qui se reproduisent grâce à l'IA et la science ouverte. Voilà, merci. Alors, je me tourne vers ce côté de la table. J'essaie de trouver un équilibre entre les deux côtés. Alors, je vais parler des ordinateurs superpuissants et les calculs superpuissants et les domaines en fait qui sont de plus en plus traités par des organisations comme le CERN. Alors, c'est un domaine qui, nous en sommes conscients, qui propose un défi. Il y a eu des discussions sur comment les communautés se réunissent et qui ensemble fournissent un accès aux chercheurs dans le domaine qui n'ont pas, eux, accès à ces données. Mais en fait, le vrai problème là, c'est le financement, c'est le coût. Et à mon avis personnel, je ne suis pas sûre que cela résolve le problème. Le problème doit être résolu en allant, en se retournant aux informaticiens, vers les informaticiens, en leur disant que nous avons besoin de méthodologie, nous avons besoin en fait de la capacité de faire ces calculs sur des ordinateurs plus petits pour ne pas calculer des paramètres à des millions de paramètres. Et en fait, il y a des informaticiens qui travaillent en la matière et je pense qu'en fait, ce sera la base pour rendre tout cela plus accessible à l'avenir. Donc, pour rebondir à ce que vous venez de dire, il faut en fait des paquets d'infrastructures de l'IA, plusieurs paquets plutôt que d'un seul grand paquet. Et l'accès aux infrastructures de l'IA, justement, c'est une très grande préoccupation dans un grand nombre de régions. On a constaté cela dans notre recherche. On ne peut pas utiliser l'IA sans avoir un accès juste et équitable à ces infrastructures de données. Donc, pour répondre à la question par rapport à la différence entre sciences sociales et sciences dures, tout d'abord, j'apprécie beaucoup cette question. Je ne sais pas en fait dans quelle mesure je pourrais vous y répondre ici, mais bien sûr, tout cela dépend du type de données qui est disponible. C'est ce que je veux dire en premier. Il y a par exemple la domination d'un certain type de données, les données venant du nord, de l'hémisphère nord par exemple, par rapport à ce qui est disponible des pays du Sud. Et on entend parler également de l'importation de l'IA dans différentes régions. Certains pays commencent à s'intéresser à créer leur propre IA. Et ça, c'est une évolution importante. Et je pense que c'était ce que je voulais dire. Oui, je voulais répondre également à cette question par rapport aux sciences dures et sciences humaines. Et je serais ravie, bien sûr, de continuer la discussion en français avec vous plus tard. Alors, moi, je suis basée à Paris et à Beyrouth et je travaille entre les humanités, les sciences humaines et les sciences dures. Et en fait, nous travaillons sur un projet qui porte sur le recueil des vies personnelles, des histoires personnelles. Donc, en fait, on travaille avec des scientifiques de données qui travaillent sur les analyses de cadres et
Et ils sont en train de structurer ces grands jeux de données. Et là, on commence à vouloir entraîner les modèles de façon ascendante. Et ces histoires personnelles sont également enregistrées et donc en fait on est en mesure d'analyser le ton de la voix et tout autre élément qui soit dur détecté. Et donc en fait on est en train d'utiliser différents types de données et croiser toutes ces données. Et j'aimerais également répondre à la question sur la cybersécurité. Je pense que c'est une question très importante. Malheureusement, je sais que nous avons beaucoup entendu parler de la façon dont Israël utilise ces systèmes pour cibler certaines cibles. Et les défenseurs des droits humains nous avertissent en la matière depuis des années et je pense en effet que cela doit être interdit. Et on devrait simplement interdire l'utilisation de l'IA dans les pratiques de guerre. Merci beaucoup pour cette question, en tout cas. Alors, j'aimerais également répondre à la dernière question, puisque nous n'avons pas beaucoup eu le temps d'approfondir la question de la cybersécurité, mais nous avons énuméré les différents types de risques auxquels on peut être confronté. Donc, en fait, dans le chapitre, vous constaterez que nous couvrons un grand nombre d'enjeux, comme par exemple l'infrastructure de la main-d'œuvre qui soutiennent l'IA, entre autres, et puis nous avons parlé également des attaques d'injection de données. Et en fait, les scientifiques font face à ce type de risque et pour cela, il faut les former et former notamment sur les stratégies et les techniques dont ils auront besoin pour se prévenir. Il s'agit en fait de veiller à ce que les scientifiques aient les compétences nécessaires pour affronter, se confronter à ce type d'attaque. Et donc, il faut travailler sur la question du renforcement de capacité. Mais en tout cas, même si l'on n'a pas approfondi cette question, on a soulevé ces éléments pour ouvrir la discussion en la matière et parce que finalement, la communauté scientifique doit être impliquée. Et je pense que justement, ces chercheurs et scientifiques peuvent y contribuer énormément. Alors, j'ai oublié de dire une chose. Je ne sais pas si la question portait sur l'IA et la science ouverte. Ce n'est pas un angle que nous avons adopté dans notre travail, mais en tout cas, on a quelque chose dans le rapport sur les pays en Afrique et la façon dont ils utilisent l'IA. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses encore sur lesquelles on peut continuer de discuter. Mais pour conclure, je vais simplement vous demander que pouvons-nous faire davantage en tant qu'UNESCO pour faire avancer ce programme? Je pense qu'un grand nombre d'États membres seraient très intéressés par vos réponses à cette question. Que pouvons-nous faire davantage pour promouvoir ce progrès dans la recherche, mais en même temps pour garantir également que les valeurs et les principes de science ouverte restent comme une orientation principale? Eh bien, tout s'accélère, on en est conscient. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que, en fait, on a cette technologie importante. Il faut également être en mesure de réagir très rapidement par rapport à la sécurité pour fournir des conseils aux communautés, aux usagers de l'IA et également à l'attention des développeurs de l'IA pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux et comprendre également les réponses apportées. Eh bien, je vais me servir de vos propos. Vous avez parlé d'être bon dans l'IA ou être bon dans la science ouverte. Eh bien, je pense qu'il s'agit de soutenir la communauté scientifique, mettre en œuvre des cadres et des directives existantes au service du progrès scientifique. Eh bien, je vais me faire l'écho de ce qu'a dit la professeure Noble. Tout se passe très rapidement, c'est vrai. Et je pense que l'UNESCO, en tout cas dans mon expérience, c'est le cas, l'UNESCO fournit un espace pour réagir à ce rythme très rapide,
mais également adopte une posture légèrement différente, en prenant du recul, en réfléchissant, euh, puisque finalement nos cerveaux, justement, ne sont pas très rapides, aussi rapides que l'IA, et on a besoin justement de cette réflexion et de cet espace pour réfléchir, pour analyser et pour continuer de conférer de la valeur à cette réflexion humaine. Alors, moi, j'ai déjà dit cela au début. L'équipe qui a travaillé sur ce rapport, en fait, représente un chevauchement de plusieurs domaines et justement, cela nous a permis d'explorer ces intersections. Et par rapport à ce que peut faire l'UNESCO, je pense que l'UNESCO est doué pour poser les questions difficiles et apporter également des perspectives très diverses au dialogue. Et je pense qu'il faut continuer ce dialogue et pour nous, l'important dans cet événement, c'était également de réfléchir à l'IA, la science ouverte et également apporter de la diversité à toutes nos discussions. Merci beaucoup. Moi, j'ajouterai une dernière chose. Il faut vraiment créer de la capacité pour aborder ces défis et les opportunités que présenteront ces nouvelles technologies. Parce qu'en fait, si nous n'avons pas cette capacité critique, soit on ne sera pas en mesure de l'utiliser, et là, on va perdre cette occasion, soit on va mal l'utiliser, c'est-à-dire pas au service de la société, pas au service de la science. Donc, nous sommes tous là, les collègues de l'UNESCO, davantage de conversations, davantage de réflexions, davantage de questions difficiles. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Ça, c'est vraiment l'espace où nous pouvons ralentir le rythme pour poser justement ces questions. Donc, vous pouvez compter sur nous pour continuer cette conversation et ce dialogue. Et le temps m'est venu de vous redonner la parole, Ezra. Merci beaucoup à toutes nos intervenantes. Merci beaucoup, Lydia. Merci à toutes les intervenantes et je vous invite à les applaudir une nouvelle fois. C'était une excellente discussion. Alors, dans certaines de ces présentations et de ces discussions, nous avons beaucoup entendu parler de ce rapport publié par la Royal Society et nous allons désormais procéder au lancement de ce rapport. Arik Chowdhury, vous êtes chef responsable des politiques, données et technologies numériques à la Royal Society. Votre équipe se concentre sur la manière dont l'intelligence artificielle et d'autres technologies basées sur les données peuvent et doivent être utilisées au profit de l'humanité. Vous êtes auteur également de plusieurs rapports sur la démocratie numérique, les médias sociaux, entre autres, et vous avez travaillé au Foreign Office, au département pour la culture numérique, les médias et le sport au Parlement britannique. Arik, la parole est à vous. Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez. Je m'appelle Arik Chowdhury. Je suis ravie d'avoir assisté à cette discussion enthousiasmante. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui et merci également à l'UNESCO pour votre partenariat avec nous. Alors, je suis responsable au sein de la Royal Society de l'équipe portant sur les politiques et les données. Vous avez ici une image du lancement du rapport qui s'est tenu également à Londres la semaine dernière. Alors, si quelqu'un veut bien m'aider à faire défiler les diapos, je veux bien. Alors, le rapport dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous présenter d'autres aspects de ce rapport, au-delà de la science ouverte, de l'IA, les détails de ce que l'on a cherché à étudier et également les recommandations.
Alors, quelques éléments de contexte. Pour commencer, notamment concernant l'équipe, eh bien, nous avons travaillé notamment sur deux types de résultats. Donc, un rapport sur les analyses profondes et les recommandations telles qu'ont été présentées et discutées tout à l'heure, mais également le but était de produire des publications plus courtes, concises, comme par exemple l'impact sur la protection des données, comment également réaliser l'objectif du net zéro et les enjeux autour de la désinformation et la désinformation notamment générée par l'IA. Alors, nous avons deux composantes dans chacun de nos projets. Euh, et nos collègues travaillent sous l'égide d'un comité directeur. Et ce projet est notamment mené par ma collègue qui est ici présente en salle. Donc, je vous invite à aller à sa rencontre plus tard. Et les questions clés que couvrent en fait ces projets-là sont notamment quel est le paysage des technologies numériques assistants et quel est le potentiel de l'apprentissage des machines basées sur les petites données, les small data, entre autres. Est-ce que quelqu'un pourrait faire défiler ces diapos, s'il vous plaît? Alors, le projet sur la science à l'ère de l'IA est mené par Alison. Nous avons également d'autres membres dans l'équipe qui sont ici affichés à l'écran, notamment Dr Peter Dion de l'Institut Max Planck et nous avons également la docteure Abigail Salen qui est de Microsoft Research et le rapport a été également examiné par des chercheurs et des collègues très éminents. Et j'aimerais également remercier le département de la politique des données qui, en fait, nous a appuyés sur plus de 2 ans dans le cadre de ce projet. Alors, vous trouverez différents chapitres dans ce rapport, à commencer par un aperçu global de la façon dont l'IA transforme la recherche scientifique. Ensuite, nous avons un chapitre portant sur l'intégrité et la fiabilité de la recherche basée sur l'IA. Un chapitre également qui est consacré à l'interdisciplinarité et les compétences nécessaires pour la recherche basée sur l'IA. Un quatrième chapitre sur l'innovation et le rôle du secteur privé. Et puis, un chapitre portant sur l'éthique et la sécurité en matière de l'IA quand elle est utilisée pour la recherche. Et puis, nous présentons également 3 études de cas. Par rapport à la méthodologie, nous avons collaboré avec plus d'une centaine de scientifiques venant de différents domaines. Et pour ce faire, nous avons organisé des ateliers euh, sur différentes thématiques, notamment les technologies immersives, l'interdisciplinarité. Et en amont du sommet de l'IA sur la sécurité, qui a été organisé par le Royaume-Uni l'année dernière, nous avons également organisé 2 ateliers portant sur cette thématique pour différents domaines. Et nous avons également réuni des scientifiques qui travaillent dans le domaine des maladies infectieuses et des maladies rares. Euh, et on s'est servi de ces ateliers pour notamment tester, mettre à l'épreuve les conclusions. Et nous avons
également organisé des ateliers autour de ces thématiques à Washington et à Pékin. Et sur notre site web, vous verrez également que 3 autres études commanditées ont alimenté ce rapport, à savoir la taxonomie des technologies de l'IA, le paysage des brevets des technologies de l'IA et un examen historique des technologies disruptives. Comme l'a dit Denise, et nous lançons un appel pour l'action dans 3 domaines. Tout d'abord, pour renforcer l'accès aux infrastructures et aux outils de l'IA. Deuxièmement, pour bâtir la confiance et l'intégrité dans les résultats scientifiques basés sur l'IA. Et puis, troisièmement, pour garantir la sécurité et l'utilisation éthique de l'IA dans la recherche scientifique. Nous élaborons également des recommandations spécifiques, notamment à savoir les gouvernements et les financeurs de recherche doivent améliorer l'accès aux infrastructures de l'IA essentielles. Deuxième recommandation est que les financeurs et les développeurs de l'IA doivent donner la priorité à l'utilisation, à la maniabilité, à l'accessibilité des outils développés. Et ensuite, on doit également garantir que la recherche basée sur l'IA doit être basée sur les principes et les pratiques de science pour faciliter les bénéfices de l'IA au service de la science. Et puis enfin, la 4e recommandation qui stipule que les communautés scientifiques doivent bâtir la capacité pour superviser les systèmes de l'IA qui sont utilisés dans la science. Alors, il y a 7 conclusions clés qui sont mises en exergue dans ce rapport émanant de nos différentes activités de recherche que vient de présenter. Tout d'abord, la première conclusion est qu'en fait, les applications de l'IA peuvent être constatées dans tous les domaines STEM, la génétique, la science informatique, entre autres. Ensuite, deuxième conclusion, les données de haute qualité constituent la base pour des applications de l'IA, mais il y a également le risque de hétérogénéité et le biais venant de ces mêmes données. Ensuite, émanant de notre examen des paysages divers qui reste limité, ou plutôt l'examen des différents brevets qui sont présents actuellement en matière des technologies de l'IA. On a notamment constaté qu'il s'agit de la Chine, des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud. Et par rapport aux entreprises, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, on trouve notamment Alphabet, IBM et Siemens et Samsung également qui sont très présents dans ce domaine-là. Ensuite, 5e conclusion, c'est justement la nature obscure ou la nature brevetée de la recherche portée par l'IA. Ensuite, la collaboration interdisciplinaire est essentielle pour combler les lacunes en matière des compétences. Et puis, les outils génératifs l'IA sont prometteurs pour accélérer les tâches scientifiques routines ou redondantes. Alors, j'aimerais conclure par vous citer un chercheur qui a dit la chose suivante: tout le monde veut une fontaine lumineuse, mais peu de gens pensent à la tuyauterie tout à fait ordinaire qui se trouve en dessous. Et je pense que nous devons vraiment commencer à nous focaliser sur cette tuyauterie ordinaire pour garantir la reproductibilité, pour garantir également que les bases soient là, soient présentes pour la recherche robuste et solide avant d'entamer, en fait, avant d'aborder ces applications tout à fait extraordinaires en matière de l'IA. Dans le rapport, notamment dans les recommandations, nous parlons également des communautés scientifiques. Il s'agit de vous, il s'agit de nous et tous les participants en ligne. C'est nous, la communauté scientifique. Donc, voilà la question que j'ai pour vous. Comment allez-vous façonner l'avenir de l'IA dans la science? Sans votre action,
toutes les idées que l'on a présentées aujourd'hui, toutes les recommandations que l'on a présentées aujourd'hui, eh bien, elles sont simplement des mots sur le papier. Donc, en fait, je vous invite à lire ce rapport, continuer de vous engager avec vos collègues et commencer à prendre des actions sur ces recommandations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arik. Alors, si vous n'avez pas encore votre exemplaire du rapport, n'hésitez pas à en chercher un en dehors, à l'extérieur de la salle. Vous pouvez également le télécharger sur le site web de la Royal Society ou scanner le code QR. Excellences, mesdames et messieurs, nous en sommes à la fin de notre session. J'espère que vous avez trouvé cet après-midi intéressant, instructif et le titre portait sur l'IA et la science ouverte et les opportunités et les risques, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup à dire et que cette discussion va se poursuivre et que l'on va continuer d'explorer toutes les pistes qui ont émergé aujourd'hui. Et le lancement du rapport de la Royal Society marque également un jalon important dans la compréhension de la façon dont l'IA transforme la recherche et la science ouverte. Et c'est particulièrement intéressant pour nous, pour notre section à l'UNESCO. Je ne vais pas parler très longtemps, il est déjà 18 heures. Simplement pour conclure, j'aimerais remercier toutes et tous ici en salle, mais également en ligne. Et merci également aux intervenants, aux présentateurs. Nous apprécions énormément que vous ayez pris de votre temps précieux pour venir ici pour nous parler.